Je crois que ça fait la troisième année de suite que j'ai le plaisir de vous parler à l'occasion de la présentation de l'étude Adam. Alors aujourd'hui, on vous a présenté une étude peut-être un petit peu en demi-teinte par rapport à ce qu'on a pu voir les fois précédentes, avec notamment un recul de la détention. Dans le même temps, l'environnement géopolitique n'a jamais été aussi incertain. La tentation peut être grande de se dire, dans un monde aussi risqué, surtout, replions-nous. Et pourtant, le plus grand risque n'est-il pas de ne pas prendre de risque? Tout le monde me dit qu'il faut tenir un discours consensuel, mais très honnêtement, ça ne sert à rien. D'abord, quand on fait ça, tout le monde dort. Et j'ai la chance de pouvoir me permettre de dire ce que je pense, et j'ai bien l'intention de le faire, dans l'intérêt commun des acteurs de la blockchain, de la France et de l'Europe. Au lendemain de la crise de 2008, deux approches s'affrontent. D'un côté, les régulateurs, qui ont déjà dans leur valise des mesures qu'ils proposent depuis des années sans succès et qui y voient une forme d'opportunité. Enfin, on va les écouter. Ce sont les règles de Bâle, qui ont pour conséquence de faire rentrer la finance dans une approche ultra centralisée. Est-ce qu'on peut rendre la finance traditionnelle encore plus centralisée? Eh bien oui. Ce ne sont plus les banques qui décident elles-mêmes des risques qu'elles peuvent prendre. Cette centralisation a récemment encore été renforcée avec les output floors, les planchers qui s'appliquent au modèle interne des risques appliqués aux banques. Au fond, la régulation bancaire et financière, c'est le triomphe de la planification centralisée de l'économie. Mais au lieu d'imposer directement aux entreprises ce qu'elles doivent produire, eh bien, on le fait indirectement en disant « telle activité, c'est telle pondération. Si vous produisez ceci, vous trouverez des financements. Sinon, non. » De l'autre, en parallèle de toute cette centralisation, des gens qui ont l'approche exactement inverse. Des gens qui cherchent une liberté totale pour ne plus dépendre du système. Et une personne ou un groupe de personnes qui, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, résolvent un problème mathématique très important. Comment mettre d'accord une multitude d'acteurs sur l'historique de transactions entre eux, sans recourir à un tiers de confiance? Cette solution, c'était Bitcoin. Approche totalement opposée à celle des régulateurs. Certes, on n'a aucune garantie sur ce qu'un Bitcoin vaudra demain, mais au moins personne ne peut être too big to fail. La régulation bancaire et financière s'est souvent construite avec des théoriciens qui ont un peu trop tendance à oublier la présomption fatale de Friedrich Hayek. Je vous invite à lire le bouquin, il est passionnant. Avec l'élection de Donald Trump, nous vivons un environnement géopolitique de plus en plus compliqué. Désormais, la régulation, ou peut-être devrais-je dire la dérégulation, est un outil de compétitivité. Mon petit doigt m'a dit que RGPD, un temps présenté comme un exemple mondial à suivre, allait finalement être grandement simplifié pour sauver la compétitivité des entreprises technologiques européennes. Quid de la réglementation de la finance décentralisée? La France a été très en avance avec la loi Pacte et son statut PSAN très ouvert qui encourageait l'innovation. MiCA et TFR se sont certes inspirés de la loi Pacte, mais pas du tout dans le même esprit. Aujourd'hui, la petite musique qu'on entend, et je ne suis pas très content de l'entendre, je préfère le dire, c'est qu'une bonne partie des PSAN n'a pas vocation à recevoir l'agrément MiCA. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, la dérégulation bat son plein. Où sera l'innovation? Si on continue comme ça, clairement pas chez nous. Quant aux banques, eh bien, elles reçoivent des signaux très contradictoires. D'un côté, on leur donne un agrément MiCA quasi automatique, c'est l'article 60. De l'autre, les pondérations appliquées aux crypto-monnaies sont ridiculement punitives. Si on prend la réglementation, en fait, c'est comme si chaque euro qu'une banque investit en crypto était considéré comme perdu d'avance. Ça a le même effet sur les fonds propres que la perte de la totalité de la somme investie. Qui a vendu ça au Parlement européen et dans l'intérêt de qui? C'est un scandale majeur.
il est encore temps. Il est encore temps. Ce que nous appelons aujourd'hui l'innovation, en fait, c'est l'innovation du passé. Les choses que nous trouvons innovantes aujourd'hui, ce sont des découvertes qui ont déjà été faites, ce sont des technologies qui ont déjà été mises au point. Tout business model peut être remis en question par une nouvelle innovation. L'innovation du passé est aux États-Unis. Mais chaque jour est un nouveau jour. Il est encore temps de faire de la France et de l'Europe le centre de l'innovation qui arrive maintenant. Et pour ça, il faut un environnement favorable. De la régulation pour rassurer, oui, mais ouverte et surtout pas punitive. Nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Les décisions qu'on prend aujourd'hui détermineront si l'Europe de la DeFi aura un futur ou si elle sera, comme l'Europe peut l'être pour la finance traditionnelle, je suis désolé de le dire, un continent de second rang. Tout est possible, de la déchéance totale à un statut de leader mondial. Et personne ne devient leader sans prendre de risques. Donc, nous attendons de voir ce que feront les régulateurs européens. Je vous remercie.